Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement ivoirien en séminaire aujourd'hui au Palais de la Présidence. Les ministres vont présenter leur programme d'action prioritaire sectoriel conformément au programme social 2019-2020 et aux axes stratégiques définis par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Budget 2019 en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts compte mobiliser plus de 2500 milliards de francs CFA. Dans ce fait, lors de son traditionnel séminaire bilan, c'était à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Enfin, vers un 5e mandat en Algérie pour l'actuel président, Abdelaziz Bouteflika va se présenter le 18 avril prochain. Le gouvernement ivoirien se réunit donc aujourd'hui dans le cadre du séminaire sur le programme d'action prioritaire 2019. La rencontre se tient au Palais de la Présidence. Les ministres vont ainsi présenter leurs différents projets conformément au programme social du gouvernement pour la période 2019 à 2020. À noter qu'une enveloppe de plus de 700 milliards de francs CFA est prévue pour couvrir le programme d'action prioritaire 2019. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 8 heures ce lundi, l'équipe gouvernementale s'installe. L'heure est à la révision des notes pour certains. Le séminaire qui ouvre ses portes doit tracer le programme d'action prioritaire de l'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019, afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne et collectivement et de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Un autre enjeu majeur de l'action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3%, conformément au programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Aussi, plus que jamais, devons-nous œuvrer à atteindre nos objectifs sectoriels tout en faisant preuve de discipline dans l'exécution budgétaire. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Il s'agit notamment d'optimiser les ressources disponibles aux fins d'apporter des solutions concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique en la rendant, et je le souligne fortement, de plus en plus inclusive. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Le Burkina Faso remercie la Côte d'Ivoire pour son soutien. Une délégation burkinabé s'est rendue récemment à Korogo, dans la région nord du pays, chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouagadougou exprime ainsi sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont permis la prise en charge des victimes burkinabées de l'accident survenu le 26 janvier dernier sur l'axe Ouangolo-Burkina Faso. Les précisions de Ami Sissoko. Une délégation officielle burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
ce dimanche matin à sa résidence à Korogo. Elle est conduite par Paul Robert Tindri-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. À ses côtés, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Vincent Galbigo, ainsi que la directrice générale du Fonds de la solidarité nationale. Cette délégation est venue remercier les autorités ivoiriennes pour leur élan de solidarité et de compassion suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 ressortissants burkinabés et occasionné de nombreux blessés. Un drame survenu le 26 janvier dernier à Kawara, une localité à mi-chemin entre Ouangolodougou et la frontière du Burkina Faso, suite à une collision entre un minicar en partance pour le Burkina Faso et un camion de bétail en provenance de ce pays. Après les civilités, le chef du gouvernement et ses hôtes se sont rendus au cimetière municipal de Korogo pour se recueillir sur les tombes des disparus. Le président du Burkina Faso, son Excellence Rochmark Christian Kaboré, a souhaité que nous puissions faire ce déplacement. D'abord pour constater ce qui s'est passé, ensuite pour encourager et soutenir la communauté burkinabé et surtout pour remercier et traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes, en premier lieu au président Alassane Ouattara. Étant présent chez lui ici et ayant appris notre présence, le Premier ministre n'a pas hésité à nous accompagner. Je pense que cela est un geste très fort qui nous réconforte et qui montre à quel point ces deux peuples-là, burkinabés et ivoiriens, sont unis. Sur les 15 victimes, 10 sont inhumées à Korogo et 5 à Féké. Toujours en Côte d'Ivoire, quels sont les objectifs 2019 de la Direction générale des impôts? La DGI recherche plus de 2500 milliards de francs CFA au niveau du recouvrement fiscal, annonce faite par la direction lors de son séminaire bilan. Les précisions de Cheikh Koné. Décrypter et passer au peigne fin l'exercice fiscal 2018 pour mieux aborder celui de 2019, surtout qu'il est attendu 2513,4 milliards de la Direction générale des impôts. C'est tout le sens du séminaire bilan initié par Sié Ouattara, directeur général des impôts. Un bilan 2018 qui relève un gap de 23 milliards sur l'objectif fixé. Le bilan de l'exercice 2018, je dirais qu'il est mitigé. Mitigé en ce sens que l'objectif de mobilisation de recettes qui nous avait été assigné par le gouvernement s'établit à 2170 milliards. Au final, nous avons réalisé 2146 milliards, qui affiche donc un taux de réalisation de 99%. C'est pour cela que je disais que le résultat est mitigé, parce que l'objectif c'était de remplir le verre à 100%. Si le verre n'a pu être rempli à 100%, la Direction générale des impôts réalise tout de même une belle performance en franchissant pour la première fois le seuil mythique de 2000 milliards de recettes. Face à ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables de ces services disséminés à travers la Côte d'Ivoire, Sié Ouattara a réaffirmé l'engagement de son administration de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de recettes de l'exercice fiscal 2019. L'objectif 2019, c'est 2513 milliards. 2513 milliards, comme je l'indiquais. C'est un objectif ambitieux. Et comme j'ai coutume de le dire, il faut avoir de l'ambition pour pouvoir avancer. Nous avons l'ambition d'avancer et notre ambition, c'est de réaliser ces 2513 milliards. Pour atteindre cet objectif, il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la politique de décentralisation, l'assainissement du fichier des contribuables, l'optimisation du contrôle fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Tout cela ne sera possible, a rappelé le secrétaire d'État au budget, que si les agents font preuve de rigueur en tenant compte des ambitions du gouvernement. Compte tenu de nos ambitions, nous devons aller plus loin. Et plus loin, c'est réduire notre niveau de fragilité et faire en sorte que nous ayons une contribution à l'impôt qui soit beaucoup plus large et que nous ayons davantage de ressources pour financer le développement de notre pays. En attendant la mise en œuvre du programme de réforme fiscale en Côte d'Ivoire, l'administration fiscale a déjà entamé de nombreuses réalisations. Les paiements par portail e-impôt, les compensations de dettes et créances réciproques entre l'État et certains opérateurs économiques.
Un tout autre sujet à présent, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA en guerre contre le phénomène d'enfants de la rue. Un programme intitulé 3000 collectivités sans enfants de la rue a été lancé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit pour les collectivités territoriales des 8 pays membres de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, d'élaborer des projets pour sortir les enfants de la rue. Les détails avec Mamadou Kouassi. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique, précisément dans nos villes. Et les collectivités territoriales de l'espace UEMOA montent au créneau pour l'éradication de ce fléau. Un fléau que les élus locaux jugent honteux pour le continent. Pour y arriver, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à travers sa section du réseau des femmes élues locales d'Afrique, lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Le CCT est en 3000 collectivités locales à travers les 8 pays. Ces 3000 collectivités locales devraient se donner la main à travers les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent. Dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit que nous devons nous battre pour que nos villes soient sans enfants en situation de rue. L'objectif que nous recherchons, c'est que tous nos enfants aillent à l'école. Qu'ils soient avec leurs parents ou pas, qu'ils aillent à l'école. Il n'est pas normal que certains aillent à l'école et d'autres restent en dehors. Donc nous voulons que chaque enfant soit dans une famille. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec leurs parents, il faut qu'on oblige les parents à les garder ou que chaque famille parraine un enfant afin qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. Les femmes ne seront pas les seules dans ce combat. Elles auront le soutien des autres élus locaux de l'espace UEMOA, affirme le ministre Albert François Amicha et le commissaire UEMOA Paul Kofi Kofi. Il s'agit pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une chance d'aller à l'école, à tous les enfants de pouvoir préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous commençons par le Burkina. La première dame du Faso a accepté de parrainer cette opération et dans les mois qui arrivent, les premières dames des 7 autres États de l'Union seront sollicitées afin que les collectivités d'abord dirigées par les femmes, mais également les collectivités dirigées par les hommes puissent s'inscrire, puissent adhérer à ce programme. La demande sociale continue d'évoluer alors que les infrastructures ne suivent pas ce rythme. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à la coopération des partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos programmes. Cette initiative du CCT bénéficie également de l'assistance des partenaires au développement, dont le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, engagé pour l'insertion des enfants de la rue. Nous les accompagnerons, bien entendu, dans le développement de leur activité à plus long terme. Grâce à ces actions, nous espérons apporter un soutien concret aux enfants, à leurs familles, mais également au développement durable des villes dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Mais c'est également dans l'accompagnement du Conseil des collectivités territoriales. Outre les partenaires au développement, la première dame du Faso, Sita Kaboré, représentée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, promet d'être le porte-voix des élus locaux afin de sortir les enfants des rues de nos collectivités territoriales. Autre actualité, le système éducatif ivoirien veut promouvoir les compétences et attitudes entrepreneuriales en milieu scolaire. Et pour atteindre cet objectif, plus de 2000 établissements bénéficient d'un programme. La phase expérimentale de ce projet s'est déroulée dans la commune d'Abobo. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Une école maternelle dans un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. Des tout-petits visiblement captivés par une initiation à la peinture sur papier. Un peu plus loin, à l'école primaire et secondaire du même établissement, écoliers et lycéens apprennent à réparer des tablettes électroniques, à fixer un câble électrique de manière apparente. Quelques activités inscrites au programme d'appui à l'entrepreneuriat scolaire. Un projet exécuté par l'organisation non gouvernementale ONG Case de l'entrepreneuriat. Cela en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette première phase, plus de 2000 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national sont concernés. Il s'agit d'animer des cours de façon pratique par niveau d'études. Au niveau du primaire et préscolaire, nous allons apprendre aux enfants comment manipuler le pinceau, comment savoir faire le mélange et comment peindre un tableau comme si nous étions en train de peindre un mur. En ce qui concerne l'électronique, nous allons apprendre aux enfants à savoir démonter, remonter, savoir connaître une panne au niveau d'un appareil électronique.
Cette promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire qui vise à contribuer à l'insertion socio-économique ainsi qu'au perfectionnement intellectuel et professionnel de la jeunesse est bien appréciée par les acteurs du système éducatif. Cette activité permet à nos élèves d'avoir une autre corde. Ils commencent déjà à se familiariser avec d'autres métiers et ils sauront que si jamais ça ne va pas de l'autre côté, ils peuvent être plombiers, ils peuvent être menuisiers, ils peuvent être ferronniers. En tout cas, nous saluons cette initiative. Nous sommes en phase puisque ce sont nos partenaires. Donc nous allons travailler ensemble encore pour que la chose se fasse dans la globalité puisque nous avons 2500 écoles expérimentales. Transférer les compétences disciplinaires en compétences entrepreneuriales dans le cadre de la réalisation des projets. Donc c'est bon d'aller à l'école toujours, c'est bon d'aller jusqu'au bac, jusqu'au master, mais c'est encore mieux que l'enfant soit pratique, soit opérationnel. Les cours se font en fonction de l'emploi du temps. 1 à 2 heures de cours insérés dans les moments libres. Intéressons-nous à présent à la 6e édition de Africalia 2019. Cette plateforme d'échange culturel et économique africain a été officiellement lancée dans le district d'Abidjan. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Trouver des financements, mais surtout des partenariats fructueux. C'est le véritable problème des PME ouest-africaines. Des dispositions communautaires efficaces devraient donc être prises pour améliorer les performances des entreprises sous-régionales. C'est tout le sens du Forum ouest-africain de développement des entreprises, dénommé Africalia. Beaucoup d'innovations à la 6e édition prévue du 12 au 14 juin prochain à Abidjan. Tous ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires qui viendront de tous les continents, on attend une vingtaine de pays, on attend 500 entreprises et le format de Africalia, ce sont les rendez-vous pré-programmés. Il s'agit pour les entrepreneurs africains de tirer profit de l'émergence d'une classe moyenne dans la plupart des pays, en levant les entraves au commerce, en diversifiant la production industrielle et en renforçant les infrastructures intra-régionales. La Côte d'Ivoire, principal réservoir des échanges commerciaux intracommunautaires, avec aujourd'hui 30% de part dans ces échanges, entend assumer son leadership. Le soutien du gouvernement à l'organisation de l'édition 2019 d'Africalia en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la promotion du secteur privé en vue de son développement aussi bien au niveau national qu'international. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, vous engager à œuvrer au succès de cet important rendez-vous pour le développement des affaires dans notre sous-région. Les 5 premières éditions d'Africalia se sont tenues à Ouagadougou. La décision d'organiser la 6e édition en Côte d'Ivoire a été actée le 26 juillet 2018 à Yamoussoukro, en marge de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Toujours en Côte d'Ivoire, comment se portent les 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles? L'Office ivoirien des parcs et réserves s'est penché récemment sur la question lors d'un atelier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles d'une superficie totale de 2 100 000 hectares. Un véritable atout environnemental et un potentiel touristique énorme pour la Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a en charge la gestion de ces sites. Cette structure gouvernementale a réuni à Yamoussoukro son comité de direction et ses responsables des régions et départements du pays. Quel est l'état de santé de nos parcs et réserves? L'état de conservation des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire est globalement satisfaisant. Parce qu'il faut dire qu'à part le parc national de la Maraoué et le parc national de la Komoué, les autres sont vraiment dans un état de conservation satisfaisant. Aujourd'hui, l'OIPR est en train de penser à la valorisation de ces espaces. Que retenir en termes de perspective? Les parcs nationaux peuvent intégrer la destination touristique de la Côte d'Ivoire. Quand un touriste arrive en Côte d'Ivoire, après la visite de nos plages et de nos valeurs culturelles, il a l'opportunité de voir le patrimoine naturel. Sur le terrain, l'engagement de l'OIPR à mener à bien sa mission sera sans relâche. C'est un sacerdoce pour nous et c'est là-bas que nous nous sentons à l'aise. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est engagé dans cette histoire de conservation-là et puis demain, dire on quitte.
c'est une histoire d'amour. C'est pour cela que malgré les péripéties, même quand souvent on est pris à partie par des populations, on prend courage et puis on continue toujours de sensibiliser, de faire comprendre, afin que tout le monde puisse avoir l'adhésion. Chaque parc et réserve de Côte d'Ivoire est doté d'un comité de gestion local qui se réunit 4 fois dans l'année. Il regroupe en son sein des agents de l'OIPR, les autorités étatiques et les populations riveraines. Tous travaillent pour la suivi et le développement des parcs et réserves. Autre actualité nationale, manuel pour expliquer et faire comprendre au grand public le fonctionnement des institutions de la République. Cette œuvre a été présentée récemment par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme. Les précisions de Pierre Dipomélin et Francis Boiffaut. Dans ce manuel de 120 pages sont consignés le rôle, le fonctionnement, le mode de saisine des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes. La mise à disposition de cet outil, une initiative de 11 organisations de la société civile réunies au sein du RAIDH, regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme. Cette contribution à l'éducation civique et citoyenne est présentée officiellement à la presse. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas lettrés, mais nous pouvons le vulgariser dans un langage simplifié. Mais pour le faire, il fallait avoir un support dans un premier temps, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec ce manuel-là. Et pour nous, ça devait permettre de sensibiliser, d'informer et d'éduquer les populations de manière générale au niveau des élites de la société et même dans les zones rurales. Pour nous, c'est important que les institutions soient connues des populations. Pour les initiateurs, l'incivisme est dû à la méconnaissance des institutions. Le manuel a été distribué à tous les participants. Sa production a été possible grâce au soutien financier de la fondation allemande Konrad Adenauer. On travaille dans l'accompagnement sans condition. On fournit des plateformes d'échange, comme on a vu ici à la base de ce manuel qu'on a présenté aujourd'hui. Nous gérons un programme régional en Afrique de l'Ouest sur le dialogue politique. Notre travail est avec des acteurs politiques, des partis politiques, le Parlement, des parlementaires, mais aussi et notamment avec la société civile et la presse. Le RAIDH est une organisation non gouvernementale créée en 2005 avec pour principal objectif promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, valoriser les compétences au sein de la société civile. Dans l'actualité nationale également, le salut aux couleurs désormais obligatoire le premier lundi de chaque mois. Cette initiative du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique vise à promouvoir le civisme dans le pays. Le salut aux couleurs a donc été respecté ce matin par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Immeuble Sogefia, dans la commune du Plateau. L'esplanade de l'agence comptable des créances contentieuses accueille une cérémonie d'honneur au drapeau. Elle est organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est une tradition chaque premier lundi du mois. La montée du drapeau orange, blanc et vert sous fond musical de l'hymne national de Côte d'Ivoire, interprété par l'harmonie municipale de la commune du Plateau. Cette montée du drapeau mobilise forces de l'ordre et agents de l'administration publique. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est revenu sur le sens de cette cérémonie d'appel à la citoyenneté. Il invite le personnel à faire de l'union, la discipline et le travail un engagement. Le groupe a toujours été plus fort que le plus fort du groupe. Donc nous devons être unis pour relever les défis qui sont les nôtres. Nous devons être disciplinés parce que sans la discipline, si chacun se met à faire ce qu'il veut, il n'y a pas de performance. Donc soyons disciplinés. Respectons la hiérarchie, de même que la hiérarchie doit respecter les collaborateurs. Nous devons adorer le travail. Travailler, ça ne veut pas dire venir à 7h30, aller à 20h. Mais c'est ajouter une plus-value à ce qu'on a l'habitude de faire. Autre temps fort de cette cérémonie d'honneur au drapeau, la passation du flambeau entre la Trésorerie générale d'Abidjan Centre, TEGAC, et la Direction des études, des méthodes et de l'organisation DEMO.
Un mois durant, cette direction aura à sa charge le suivi des valeurs du civisme et de la bonne gouvernance. Les alliances ethniques, une pratique pour maintenir la paix et la réconciliation en Afrique. Les parentés à plaisanterie ont récemment fait l'objet d'une étude scientifique en Côte d'Ivoire et les résultats de ces travaux ont été présentés à l'École normale supérieure d'Abidjan. C'est une série de serviteurs que Dieu lui a donnés. Parmi ces serviteurs figure en bonne place le Koyaka, le Gourou, le Yakuba. Tout cela, toute cette cuvée a été donnée au Senufo pour le servir. Des pics lancés à l'endroit de ses alliés. Le décor est planté pour que s'exprime le Sanaguya, expression malinquée désignant les alliances interethniques et parentées à plaisanterie. C'était à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Sanaguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation. Cet ouvrage est une contribution collective, dis-je, d'universitaires africains. Je me réjouis d'en avoir assuré la coordination scientifique. Il comprend 351 pages avec 27 contributions. On y lira avec délectation le Sanaguya sous des aspects ludiques, avec les plaisanteries qui en font un élément pour briser les barrières entre groupes ethniques alliés. Il en est ainsi des Koyaka et de leurs premiers enfants, les Senufo, entre autres. On y comprendra alors que l'allié est le seul à nous défaire du fardeau qui nous accable. De là, la fonction cathartique du Sanaguya, une valeur que nous devons défendre. Fruit de l'ONG Sanaguya et du groupe de recherche en analyse et théorie littéraire Gratel, l'ouvrage rassemble les actes du colloque du même nom tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny en septembre 2015. Il présente le Sanaguya comme un outil permettant de prévenir et de gérer les conflits, garantissant ainsi la cohésion sociale. Nos cultures orales contiennent encore des vestiges susceptibles de nous amener à la cohésion sociale sans que un gourou ne prenne un couteau contre un malinké, sans qu'un Dan ne prenne le couteau contre un Yakuba ou un Senufo, parce que nos sociétés ont déjà élaboré des formes de régulation de tout ce qui est problème intrasociétaire. L'ONG Sanaguya milite pour l'émergence d'une culture de la paix sur le continent. Son fondateur a dédicacé une centaine de livres. Décision de Didier Nguessan. Hors de chez nous, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, va briguer un 5e mandat le 18 avril prochain. Les 4 partis de la coalition au pouvoir ont récemment apporté leur soutien officiel à sa candidature. En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika, une candidature qui fera office d'un 5e mandat à l'occasion du scrutin du 18 avril prochain. Âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika n'a officiellement pas fait acte de candidature. Les candidats ont jusqu'au 3 mars pour déposer leur dossier. Le chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro continue de défier l'Occident alors qu'a expiré dimanche soir l'ultimatum posé par 6 pays de l'Union européenne pour convoquer une nouvelle élection présidentielle. En lieu et place, il a lancé l'idée d'élections législatives anticipées pour remplacer le Parlement où l'opposition est majoritaire. L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni avaient donné le 26 janvier dernier 8 jours à Nicolás Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle. Après 2 semaines de recherche, l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson a été retrouvé. L'épave a été localisée au fond de la Manche lors de recherches sous-marines.
Pour l'heure, pas d'informations sur le corps des deux occupants. Emiliano Sala et David Ibbotson avaient disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. Voilà, on faisait le point avec Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis.